ce livre de Burckhardt, alors donc 2 mots sur Burckhardt. Burckhardt est un, j'allais dire, j'ai un côté très, j'aime bien annexer, j'allais dire que c'était un philosophe, c'est un historien aussi, et il est connu en France en tout cas, assez bien je crois, pour avoir écrit l'histoire de la Renaissance italienne, livre très important et qui a un certain nombre de côtés provocateurs que je veux souligner. Parce qu'on dit quelquefois, on dit souvent, on dit dans les dictionnaires ou ailleurs, que Burckhardt était l'ami de Nietzsche, qui est une manière de dire ça doit être intéressant ou de le faire entrer dans la philosophie. Alors, je serais tenté de dire que c'est Nietzsche qui était l'ami de Burckhardt, parce que les idées de Burckhardt, son travail, comment dirais-je, d'analyse de la réalité historique et de la réalité humaine, sont extrêmement originaux et puissants. En 2 mots, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je voudrais vraiment que nous puissions procéder à un échange. En 2 mots, et on le voit déjà dans le livre de Burckhardt sur la Renaissance, ou dans ses considérations sur l'histoire, il est, comment dirais-je, que personne n'y voit aucun mal, mais c'est un élitiste. Il a une idée très parfaitement ancrée du grand homme. Et Burckhardt honore donc parmi les grands hommes, il intègre, je l'évoquais je crois dans mon livre sur Dante aussi, et sur l'Ulysse de Dante, il intègre les grands explorateurs. Enfin, il est intéressé à ce que nous appelons, d'un mot qui demande évidemment un approfondissement, il est très intéressé par tout ce qui ressemble à la grandeur, tout ce qui dépasse. Et il a repéré justement dans les condottieri de la Renaissance, il a repéré ces grands hommes qui ont donné lieu, d'ailleurs, je le dis en passant, on évoque souvent, Nietzsche évoque souvent ces grands hommes blonds, etc. C'est un contresens total d'y voir je ne sais quoi de nauséabond. Il pensait à ces personnages, à ces grands hommes de la Renaissance, tels que les avait décrits son ami Burckhardt. Et parmi cela, donc il y a une idée de l'histoire qui va assez loin de ce point de vue. Mais Burckhardt, c'est aussi, donc, disais-je, l'auteur du Cicérone, c'est-à-dire, et je crois que je ne suis pas à côté en vous disant cela, c'est un amoureux de l'Italie. Il a séjourné au moins une dizaine d'années dans l'Italie pour écrire ce livre qui a fait l'objet, au début, d'un certain nombre de, comment dirais-je, de méprises, et j'aimerais beaucoup que ma traduction contribue à effacer ces méprises. C'est un livre, évidemment, le titre ne pourrait pas être trompeur, puisque Cicérone, ça donne à penser à un guide de voyage. Ce n'est pas cela en réalité. Ce serait plutôt, et c'est très exactement, un livre qui résulte de la volonté de Burckhardt de faire partager ses impressions de voyage. Et des impressions de voyage qui n'ont rien d'anecdotique, puisqu'elles concernent ce qui fait l'essentiel de l'Italie, selon lui, à savoir la présence, l'apparition de chefs-d'œuvre exceptionnels de l'art, l'apparition de grandes œuvres. Enfin, si quelqu'un peut, comment dirais-je, si on peut faire référence à quelqu'un pour penser le refus de ce qu'on appelle aujourd'hui le tout culturel, c'est bien Burckhardt. Pour Burckhardt, il y a, et on les trouve en Italie, des œuvres d'art qui surpassent tout. Alors, l'approche qu'en donne Burckhardt est évidemment tout à fait singulière et, à mes yeux, parfaitement remarquable. Parce que, précisément,
à côté du guide de voyage, on peut s'y tromper et j'y reviendrai très rapidement, à côté du guide de voyage, puisqu'il y a un certain nombre de villes qui sont traversées et que les monuments ou les œuvres y sont répertoriées et décrites en fonction du lieu, je ne dis pas où elles se trouvent, du lieu où Burckhardt a pu les voir et les contempler, c'est composé en apparence comme un guide de voyage. Mais ceci est tout à fait extérieur. Alors, je devais vous parler, j'en parle maintenant, comment dirais-je, de la catastrophe dont je voudrais que nous nous dégagions. Le Cicérone, qui est donc le résultat de... Burckhardt ne décrit et n'explique que ce qu'il a vu. C'est un premier point, c'est une limitation, mais c'est aussi un élément de puissance incomparable. Burckhardt décrit ce qu'il a vu, et ça a donné ce livre qu'il a écrit donc et publié en 1855, si mes souvenirs sont bons. Et c'est là que les malheurs commencent, parce que très peu de temps après, l'érudition allemande en la personne de quelqu'un qui a acquis une certaine célébrité, qui n'est pas toujours honorable d'ailleurs, Wilhelm Bode, qui est devenu le directeur des musées d'Allemagne, celui qu'on avait surnommé et ce surnom lui va très bien, le Bismarck des musées, s'est emparé de l'œuvre et a dit « c'est très mauvais ». Enfin, l'analyse telle que la produisait Burckhardt ne l'intéressait pas, mais il dit « il y a des erreurs d'attribution, on attribue à tel peintre un tableau qui est en réalité de tel autre, il dit que c'est dans la 3e chapelle à gauche de telle église, pas vrai, c'est dans la chapelle de droite ou c'est dans telle autre église ». Et donc il a dépêché une armée de muséographes qui étaient à sa solde pour réécrire le livre, qui a été corrigé et remis en place comme un bon, ou exact peut-être, guide touristique. Mais il y avait des choses qu'il fallait faire disparaître. Alors je ne vais pas détailler, ce serait un peu anecdotique, mais d'abord le plan ne lui convenait pas. Le plan de Burckhardt était assez classique, mais philosophique. C'était sculpture, peinture. Alors que Burckhardt a mis un plan, Bode a mis un plan historique, art ancien, art antique, art moderne. Ce qui n'a aucun sens par rapport au travail de Burckhardt. Et puis il a corrigé un certain nombre de choses, il a censuré un certain nombre de choses. Il y avait des remarques un peu déplaisantes pour l'Allemagne, alors on a mis les Français à la place, etc. Enfin, il y a eu une falsification complète de ce volume. Et malheureusement, c'est celle-là qui a été éditée et qu'on trouve encore de nos jours. Il y a eu une traduction dans les années 60 en français, une excellente traduction d'ailleurs du point de vue, comment dirais-je, de la langue, de la traduction, sur laquelle je me suis énormément appuyé, mais qui traduit le texte de Bode. Et par conséquent, qui fait manquer totalement ce qu'apporte réellement le travail de Burckhardt. Il y a eu cette traduction, et puis les éditions qui se sont diffusées, qui ont été très diffusées au début du XXe siècle. Le Cicérone, c'était le Cicérone de Bode. Enfin, on disait par politesse Burckhardt et Bode. Et donc, moi j'ai essayé de restituer la véritable édition, de traduire la première édition qui n'avait pas été revue et modifiée. Alors j'ai pu m'appuyer d'ailleurs, parce que, tout seigneur, tout honneur, les Italiens n'étaient pas aussi stupides. Et il y a eu une très bonne traduction italienne qui est parue, si mes souvenirs sont bons, en 1952, traduction faite par Paolino Mingazzini et Federico Pfister, chez Sansoni. C'est une excellente traduction, et traduction de la première édition, donc d'un texte qui est véritablement acceptable. Et donc j'ai pu m'appuyer sur cette traduction, et tout en reprenant certains passages, mais en les remettant dans leur ordre, en vérifiant les contresens, etc.,
de la traduction qui était parue en France d'un certain, au XIXe siècle, d'un certain Auguste Gérard. Parce que c'est quand même un, je ne veux pas me mettre en avant, mais le livre fait 1200 pages. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Je voudrais vous expliquer ça très rapidement, et on pourra après en parler. Ça apporte d'abord un regard qui n'a rien à voir avec celui des guides touristiques, parce que, premièrement, je l'ai déjà dit, je le répète, il parle de ce qu'il a vu, et deuxièmement, c'est une approche subjective, c'est-à-dire il donne une analyse des œuvres qui n'est pas elle n'est pas pour autant, comment dirais-je, scandaleusement fausse, loin de là, mais qui n'est pas une analyse scientifique, qui est une analyse esthétique, véritable, telle qu'il la ressentait. Et attention, je dis subjective, parce que précisément, selon Burckhardt, et pas seulement selon lui, c'est ça l'esthétique. Il n'y a de vérité esthétique que dans... Alors justement, je reviens sur le sous-titre de l'œuvre. Gopod a fait sauter le sous-titre qu'avait mis Burckhardt. Et le sous-titre qu'avait mis Burckhardt, c'était le Cicérone, guide pour se diriger dans le plaisir ou la satisfaction, Genuss en allemand, dans le plaisir ou la satisfaction liée aux œuvres d'art italiennes. Donc c'est un guide du plaisir en réalité et du plaisir esthétique. C'est pas du tout un guide pour trouver la bonne salle du musée où se trouve telle ou telle œuvre. Et ce guide, évidemment, est forcément subjectif, parce que quelle est la doctrine esthétique de Burckhardt? Burckhardt, il est né, je crois, en 1815, donc c'est le 19e siècle. Il a eu, philosophiquement, parce que c'est un historien très cultivé qui avait une très bonne formation philosophique, il a évidemment eu, par l'intermédiaire de son maître Kluger, auquel est dédié le livre, il a eu une formation hegelienne, ce qui ne pense qu'il... Enfin, elle est restée. C'est-à-dire, si vous voulez, bon, qu'est-ce qu'apporte Hegel dans l'histoire de l'esthétique? Alors, il apporte énormément de choses, mais il apporte notamment ce qui n'est quand même pas rien pour les philosophes. Il apporte une certaine connaissance et présence des œuvres d'art. C'est, je dirais, pour prendre ce que les philosophes ont dit en parlant du beau ou de l'esthétique, c'est la première fois qu'apparaissent des œuvres d'art et des œuvres d'art situées dans une civilisation, situées dans leur histoire. Il apporte donc la réalité concrète de ces œuvres. Et cela, Burckhardt le récupère évidemment. Mais Burckhardt a aussi une autre culture qui est très importante, qui est celle d'un des, je pense, d'un des plus grands, j'allais dire philosophes, pourquoi pas, d'un des plus grands esthéticiens du XVIIIe siècle, Winckelmann. Et ce que nous apprend Winckelmann, ce n'est pas tellement à rechercher, même si, pourquoi pas, ce n'est pas tellement à rechercher le beau en soi, ou le beau, mais à rechercher et à cultiver une certaine dimension de plaisir qui est justement inscrite dans l'œuvre. Ce que Winckelmann apporte d'exceptionnel, parce qu'il y a un autre apport dont je vais parler tout de suite, mais l'apport exceptionnel de Winckelmann, c'est la présence des œuvres, et surtout par rapport aux esthéticiens, aux gens qui étudiaient les œuvres d'art, l'idée que si on veut comprendre une œuvre d'art, il faut d'abord, plutôt que la comprendre, éprouver du plaisir, l'apprécier, et que ce qu'il faut apprécier et comprendre, c'est l'œuvre elle-même, et non pas son auteur, ou sa vie, ou son existence. Et donc, nous devons à Winckelmann le fait d'avoir fait rediriger le regard sur les œuvres elles-mêmes. Alors, ce point est évidemment d'une extrême importance,
À quoi j'ajouterais deux observations pour essayer. Mon projet ce soir n'est pas de vous expliquer tout, mais de vous donner envie de lire et d'aimer Burckhardt. Ces divers points sont repris par Burckhardt à travers deux choses très importantes. D'une part, l'esthétique de Kant. Ça peut surprendre parce qu'on se dit Kant justement ne parle pas des œuvres, mais ce qu'apporte Kant par rapport à Hegel par exemple, c'est la dimension du plaisir. Kant parle aussi, comment dirais-je, aussi austère que puisse paraître Kant au grand public. La critique du jugement est quand même une analyse de ce qu'il appelle, et ça va plus loin, le plaisir esthétique. Kant a identifié très correctement le plaisir esthétique. Simplement, ça reste, comment dirais-je, étranger à l'histoire. Ce qui intéresse Kant, c'est le beau, dont il a montré d'ailleurs qu'il n'avait pas d'existence en soi, que c'était subjectif. Mais ce qui l'intéresse, l'objet de l'esthétique, c'est précisément le sentiment du beau. Alors avec Burckhardt, nous avons cela, mais qui rencontre un objet moins évanescent que le seul sentiment esthétique, qui se forme avec l'œuvre d'art, et l'œuvre d'art dans sa présence historique et concrète devant nous, dans sa présence véritable. Alors ça, c'est un premier point très important. Donc, le retravail de la notion complexe du plaisir esthétique et l'investissement dans cette notion d'un contenu concret qui est assez intéressant. Parce que, bon, Burckhardt, je ne suis pas sûr qu'il connût parfaitement Kant, mais il connaissait parfaitement un très grand philosophe qui était son contemporain, à savoir Schopenhauer. Et Schopenhauer, c'est l'œuvre principale, Schopenhauer, Le Monde comme volonté et représentation, pour le dire un petit peu en abrégé, c'est un remake de Kant. C'est un retravail de Kant, mais, attention, subversif. Parce que Kant analyse, les amis, quand on a lu un petit peu de Kant, on a été sensible à l'évocation que fait souvent Kant, notamment dans la critique esthétique. Il évoque le plaisir, bien entendu, mais il évoque aussi, il y a des choses comme ça, il évoque la force vitale qui explique les formes, qui se développent, qui est en dessous de tout cela. Alors Kant est très discret là-dessus, il s'arrête. Mais pas Schopenhauer. Et Schopenhauer découvre, c'est sa principale découverte qu'on rattache un peu abstraitement à ce qu'on appelle le pessimisme. C'est ce que Freud découvrira aussi sous le nom de libido. On découvre une force vitale, certes, mais une force aveugle qui nous conduit n'importe où et qui règle d'une manière un peu différente la notion sans doute un peu trop simple du plaisir. Et Burckhardt connaît très bien Schopenhauer. Et c'est à travers tout cela qu'il propose une approche esthétique absolument nouvelle et qui rencontre son objet véritable dans les œuvres d'art d'Italie. Et les œuvres d'Italie vraiment inscrites dans l'Italie. Parce que Burckhardt aime l'Italie et il ne parle donc, je l'ai dit, que de ce qu'il a vu. Donc il ne parle pas de tout. Il n'a pas voyagé partout. Il y a des endroits où il n'a pas pu pénétrer parce que c'était la guerre à Pienza, les États pontificaux étaient assiégés. Dans d'autres villes, il n'est pas allé très au sud. Et puis il n'est pas allé partout. Il n'y avait pas de musée à l'époque. À ce propos, j'évoque quand même, parce que je suis content de dire un peu de mal de Bode. Vous savez que Bode s'est illustré, si on peut dire, dans ce qu'on a appelé en Italie l'affaire Morelli. C'est-à-dire, Bode voulait s'emparer tout simplement de la tempête de Giorgione. Ah oui? Et oui. Et Morelli s'y est opposé. Morelli qui introduisait une autre manière de gérer les musées, etc. Il s'y est opposé. Il a réussi à faire acheter par je ne sais plus quel prince, à ses frais,
la tempête avant que Bode puisse s'en emparer, et le gouvernement italien a été obligé de céder et de garder la tempête alors qu'il y avait un marché pour la donner aux Allemands. Donc si les Italiens ont encore la tempête, c'est grâce à ce Morelli. Mais je quitte Bode pour revenir à Burckhardt. Donc nous avons une notion qui ne peut pas être dissociée de cette subjectivité intelligente et du plaisir qui décrit toutes les œuvres. Alors ce que je voudrais faire maintenant, si j'en ai le temps, je vais essayer d'aller... Pas beaucoup, malheureusement. Je vais très vite alors, prendre juste quelques exemples. Vous vous reporterez à ces pages dans le livre qui sont magnifiques. Il y a d'abord, puisqu'il commence par la sculpture, une description du temple de Paestum, où il a une analyse géniale des colonnes doriques, où il montre que c'est une forme qui pousse la colonne dorique. Les colonnes ont pour vocation de supporter évidemment l'édifice, mais là, c'est la vie elle-même qui supporte l'édifice. La colonne dorique est une colonne légèrement galbée et qui montre comment elle porte le poids et comment elle est puissante grâce à ses cannelures, grâce à sa perspective. Voilà, la description du temple de Paestum est absolument merveilleuse. Deux autres exemples, parce que ça, bon, je vous les donne très rapidement, mais ça suffira, ils sont tellement bons. Burckhardt a aussi analysé, cette analyse est admirable, l'analyse de la scène de Vinci, la dernière scène. Et il montre, mais fallait le voir, fallait le dire. C'est cet épisode de la scène du l'un d'entre vous me trahira. Ce sont des paroles. Et il s'agit, explique Burckhardt, de traduire des paroles dans de la peinture, dans des visages, dans du silence. Et Burckhardt analyse l'expression des 12 apôtres, le traite et les autres. Il analyse l'expression des 12 apôtres au moment de ce repas dont la dramatisation résulte de ces paroles, l'un de vous me trahira. Autre exemple admirable, celui de la Sixtine et de la création du monde. Burckhardt montre comment, encore une parole, le fiat lux, la parole créatrice, le logos créateur, devient un geste de l'index, recevant lui-même cette puissance vitale et créatrice de l'index de l'homme ainsi créé, enfin Adam, qui lui-même d'ailleurs, il y a aussi après dans les fresques l'humanité primitive, cette transmission de la vie. Bon là, il y a là une analyse parfaitement exceptionnelle et un regard qui conduit en effet, non pas, ça conduit à une connaissance, à une compréhension, mais je suis désolé, ça conduit aussi à du plaisir. Et puis, il analyse également, presque historiquement, comment le paysage est apparu dans la peinture italienne. Ce paysage qui est presque un fond au Quattrocento, mais qui après apparaît de plus en plus et devient finalement après un élément dramatique lui-même de la mise en scène. Il y a des analyses à la fin du volume, des analyses du paysage qui sont époustouflantes. Voilà pourquoi je serais très content que ce livre, qui n'est pas si récent que ça, qui n'a pas connu, dont la traduction n'a pas connu un très grand succès, je serais très content qu'il ne se vende pas pour des raisons commerciales, mais parce que je crois qu'il peut remplacer les mauvais guides qu'on utilise pour aller en Italie. Il est gros, malheureusement, c'est difficile de l'avoir dans la poche, mais il est vraiment précieux dans les monuments italiens ou les œuvres qu'il décrit, et il en décrit pas mal. Et il souhaite à la fin que ses lecteurs puissent éprouver le même plaisir que lui à découvrir toutes ses œuvres. Voilà, mais on éprouvera du plaisir peut-être à échanger un peu. Bien, mais écoutez, merci beaucoup. En tout cas, vous nous avez, fait jaillir beaucoup d'envie.